Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup d'être parmi nous pour cette deuxième partie pour le podcast dédié à Isabelle. Isabelle, donc, qui est la créatrice de la marque Onou. Et voilà, j'avais hâte qu'on puisse continuer en tout cas cette deuxième partie, ça n'a pas été évident, on a eu que des aléas. Mais ça, voilà, c'est vraiment pour moi juste l'image en fait normale et claire. Le fait d'être entrepreneur, mère, femme, compagne, épouse, voilà, c'est juste que tout ne se passe pas forcément comme on le souhaite, avec une ligne directive toujours tracée, et ça doit se faire comme ça. En tout cas, je suis très heureuse de te recevoir pour la suite de ce podcast, Isabelle. Pareillement, Vanessa, merci beaucoup. Comment tu vas aujourd'hui? Eh bien, écoute, tout va très très bien. En plus, c'est la fin de semaine, donc un petit week-end ensoleillé qui s'annonce. Ah, ça, c'est bien. L'entrée dans le printemps, que du bonheur. Que du bonheur, mais on va bien en profiter. Hein. Ça sent le week-end là. J'attendais que ça. On est deux. Parfait. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour la suite de ce podcast. J'espère que, en tout cas, les auditeurs et auditrices ont pu déjà avoir un bref aperçu de la première partie. Si ce n'est pas encore fait, allez-y et rejoignez-nous pour la suite. Alors Isabelle, j'avais encore donc du coup quelques questions encore à te poser, afin que justement les gens puissent te découvrir à travers ce podcast et aussi à travers ta marque, que ce soit sur tes réseaux sociaux ou encore même les différents articles que tu mets aujourd'hui sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir en tout cas de bien sûr mettre ce lien-là au niveau du podcast pour que les gens puissent encore mieux te connaître. On avait beaucoup parlé dans le podcast un petit peu de finalement cette transmission que ton père t'avait fait. Cette passion qui s'était pas forcément déclarée de manière immédiate, mais qui, avec le fil du temps, finalement, tu es un petit peu revenu, cette passion autour de la création de bijoux. Aujourd'hui, vraiment, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que tu ressens un petit peu, quelle est l'envie ou peut-être la responsabilité que tu as envie de transmettre à tes enfants, à tes proches, à tes filles. Oui, alors je dirais que déjà tout d'abord, je pense comme tous les enfants du monde, ils n'ont pas forcément notion de la valeur d'un objet artisanal quel qu'il soit. Et c'est justement au travers du temps que je mets à la création de chacun des bijoux que mes enfants me voient faire en fait, qu'elles commencent à prendre notion justement de ce que peut représenter le travail artisanal en lui-même, c'est-à-dire le temps, la passion, les moyens engagés aussi, là, clairement financièrement, en termes de matières premières, matériel, etc. Et je pense que déjà, aujourd'hui, elles sont peut-être un petit peu fières d'avoir une maman artiste, quelque part. Et je pense qu'elles commencent à comprendre la valeur, justement, de l'objet artisanal. Et ça, pour moi, c'est quand même important parce que je pense que tout le monde n'est pas doté de cette compréhension. Non pas par, excuse-moi l'expression, mais je m'enfantise, mais par méconnaissance de la chose. Et pour moi, je trouve que c'est quand même essentiel et important d'avoir cette petite notion de valeur du bijou artisanal ou de l'objet artisanal en général. Donc voilà, c'est ce que j'essaye en particulier de faire intégrer à mes enfants. Exact. Et je pense qu'aujourd'hui elles ont un petit peu plus cette connaissance. C'est déjà énorme, hein. C'est déjà énorme. Parce que quand on voit un bijou de l'extérieur, en effet, comme tu dis, en tout cas pour tu vois vraiment les marques qui font vraiment des bijoux comme ça à la chaîne, où il n'y a pas quelque chose, c'est plus automatisé. Et toi, le fait qu'il y ait vraiment ce côté artisanal, ce côté bien sûr passionné, et pour moi c'est totalement différent. Donc on ressent vraiment une histoire dans chaque bijou finalement. Et je sais et je sens comment tu en parles aussi, parce qu'on en a déjà parlé aussi un petit peu de cette confection de bijoux. On sent qu'il y a autre chose derrière, quoi. C'est pas juste je viens, je fais, je pose, je vends. Exactement. Et surtout qu'au niveau des matières que je choisis de travailler, donc on en a parlé déjà, il s'agit en particulier de l'argent sans éliminer non plus l'or éventuellement à la demande. Mais j'ai surtout choisi de travailler des matières naturelles, comme les perles, tu l'as dit tout à l'heure. Donc là, en l'occurrence, en particulier les perles de Tahiti, mais je commence à étendre un petit peu le type de perles que je travaille. Et elles sont toutes en matière naturelle. Donc,
pour revenir à la perle de Tahiti ou la perle des mers du Sud ou les perles Akoya, par exemple, il faut quand même savoir que ce sont des matières vivantes et qu'il faut, si on veut les faire durer dans le temps et pouvoir les transmettre à nos enfants et arrière-petits-enfants, voire plus, c'est vraiment une matière à considérer comme telle, donc vivante, et à entretenir de façon régulière et responsable. Parce que elles sont vivantes, mais elles ont aussi un coût, parce qu'elles sont très rares. Exact. Elles mettent du temps à naître, ça peut prendre des années, ce qui explique le prix de certaines de ces perles-là. Et c'est quand même dommage de les voir mourir, parce qu'une perle meurt si on ne l'entretient pas bien, ou si on l'expose à certaines substances chimiques, et on la voit se dégrader au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus aucun éclat et qu'elle ne vale plus rien du tout. Donc c'est une notion aussi dont mes enfants commencent à prendre conscience aujourd'hui. Voilà. Et donc voilà, là je commence à intégrer pas mal de matières naturelles autres que les perles de Tahiti dans mes créations. Et ça reste toujours dans le respect de la matière vivante, en fait. C'est fou, ça. Tu sais, moi, j'imagine beaucoup les choses, et quand tu me parlais, j'imaginais vraiment le processus, tu sais, malheureusement, j'ai plus le terme, je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, parce que les perles, elles sont produites finalement, c'est dans les huîtres, c'est ça, non, qu'on les retrouve. Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle donc les perles de culture, elles naissent dans ce qu'on appelle des fermes perlières. Ok, voilà. Et qui ont comme activité principale d'insérer ce qu'on appelle un nucléus. Là, je rentre un peu dans le vocabulaire scientifique. Mais c'est un petit corps étranger que le perliculteur vient insérer à l'intérieur d'une huître. Voilà. Et ensuite, l'huître, par un processus de défense naturelle, va produire de la nacre autour de ce petit intrus. Et c'est ce qui va créer la perle. Et donc, à la fin, donc on peut attendre des mois, voire des années. Quand on extrait la perle, c'est toujours une surprise de savoir quelle sera sa forme définitive, parce qu'il se peut qu'il y en ait des presque très rondes, parce que absolument rondes n'existent pas dans le milieu du naturel. Il faudra toujours un petit défaut. Après, il y en a d'autres qui auront vraiment des formes complètement bizarroïdes, ou plus ou moins allongées, ou baroques, et elles sont toutes aussi intéressantes. Et en termes de couleurs, c'est pareil. Donc, pour les perles de Tahiti, par exemple, on a la plupart sont produites par une huître qui s'appelle la Pinctada margaritifera. Donc, voilà, appelée vulgairement entre guillemets l'huître aux lèvres noires, d'où la désignation de la perle noire de Tahiti. Mais ça ne signifie pas pour autant que la perle qui va naître va être de couleur noire. Elle peut avoir des teintes complètement différentes. Ça peut être du bleu, du vert, du pan, avec des irisations complètement différentes. Après, il y a d'autres perles qui vont naître, qui vont avoir une couleur dorée. Et en général, ce sont les perles des mers du Sud. Elles sont nées dans les huîtres qu'on appelle les huîtres aux lèvres jaunes, par exemple. Donc, l'huître induit quand même la couleur. Ok, voilà, c'est ce que j'avais demandé. Parce que, au moment où justement il introduit en fait, ce petit intrus, on va dire là, on ne sait pas du tout de quelle couleur sera finalement la perle. La forme. Non, c'est la grosse surprise, parce que ça dépend de la température de l'eau, ça dépend de tout un tas de facteurs qui gravitent autour de la formation de la perle et autour de l'huître en elle-même, et du stress de l'huître, enfin plein de choses, plein de choses. Non, donc on s'en rend pas compte, mais c'est un travail extraordinaire de la part de ces perliculteurs. Et c'est ce qui définit la valeur finale de la perle à la fin, et sa rareté évidemment. Et voilà, donc là c'est tellement passionnant, en fait, il y a tellement de choses à connaître autour de ça, que j'ai mis au point un petit guide de 24 petites pages, illustrées, voilà, que je vais qui aujourd'hui existe déjà sur mon site web, mais qui est réservé aux personnes enregistrées. Voilà. Et voilà, donc c'est un guide complet sur l'authentification d'une véritable perle de Tahiti.
Incroyable. Voilà, donc on a déjà un petit aperçu sur les légendes qui tournent autour de la perle à Tahiti, sur la façon dont elle naît, pourquoi est-ce qu'elle est aussi rare et quelle en est sa valeur à la fin. Les différents grades aussi qu'on lui attribue au niveau des normes polynésiennes et les normes américaines au niveau du GIA en l'occurrence. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont incluses dans ce guide et qui est fort intéressant. Mais non, mais c'est incroyable à regarder. Mais par contre, du coup, ceux avec qui tu travailles, donc ces perliculteurs-là, est-ce que généralement, quand tu trouves peut-être la perle que tu souhaites, ils savent combien de temps, ils t'expliquent combien de temps ça a mis pour naître, etc. Ils ont vraiment tout l'historique, ils t'en parlent ou pas de tout ça? Alors, si on leur pose la question, évidemment, oui, tout à fait, parce que je m'approvisionne au niveau des perles de Tahiti, en l'occurrence, dans une ferme perlière là-bas, directement à Tahiti. Voilà, donc c'est une référence pour moi. J'ai vraiment confiance en ces personnes-là. Je connais leur méthode de travail, etc. Voilà. Donc, si on leur pose la question de la durée qu'a mis une telle perle, par exemple, au choix à venir au monde, ils me répondront. Après, l'essentiel pour moi étant de savoir à la base qu'une perle dans la catégorie que je vais choisir, en général, met X temps à naître. Oui, voilà, ok. Parce que au plus elle est petite, au moins elle a passé de temps dans l'huître. Au plus elle est grosse, au plus elle y a passé de temps. Ok, donc là tu as un choix précis que tu fais par rapport à l'âge de la perle. Tu prends plutôt, t'as une sorte de fourchette dans laquelle tu choisis tes perles par rapport à l'âge? Alors, par rapport à l'âge, oui et non. Moi, je les sélectionne surtout en fonction de leur grade. Okay. C'est-à-dire que j'ai choisi de travailler avec les plus hauts grades qui puissent exister. Ouais. Donc, c'est le grade A et le grade B. Parce qu'après, on descend. Donc, il y a A, B, C, D. Alors, eux, jusqu'à D, c'est classé vraiment au niveau des normes. Au-delà de D, ce sont des perles qu'on met entre guillemets au rebut. Donc, qui ne sont pas présentes dans la classification, mais qui sont de toute façon utilisables. Moi, j'ai fait le choix d'utiliser les grades A et B. Donc, par ces grades-là, le temps de naissance de la perle est déjà plus ou moins estimé en fonction de sa grosseur. Wow. Voilà. Donc, ça peut mettre 2 ans. En général, c'est 2 ans au minimum pour une perle. Voilà. Après, une perle peut mettre 2 ans ou 3 ans à naître, avoir une forme pas forcément ronde et un lustre pas forcément top, qui ne mettrait pas forcément dans justement le plus haut grade. Donc c'est quand même assez aléatoire. Mais il y a une base au niveau de son diamètre. Wow. Parce que personnellement, j'ai choisi de travailler donc avec des catégories assez élevées, on va dire A et B. Et en termes de diamètre, je commence en général à minima à 9 mm jusqu'à 11 et plus. Voilà. Et ces perles-là, du coup, tu les retravailles pas, toi? Tu les incrustes, pardon, j'ai pas vraiment le terme, mais tu les places directement avec le bijou que tu crées? Ou est-ce que tu les retravailles encore ou pas? Non, la seule façon que je les achète brutes et non percées. Okay. Parce que je préfère garder la main sur le perçage de chacune d'elles. Au moins, je connais le diamètre idéal pour si par exemple je fais un enfilage de perles pour un collier ou un bracelet, j'ai le diamètre idéal et puis je préfère garder la main dessus, donc c'est moi personnellement qui les perce. Et c'est la seule intervention que je fais sur ces perles-là. Ensuite, pour le sertissage, évidemment, donc au moment où je les positionne sur une bague ou un pendentif ou sur un collier, je les manipule autrement, mais toujours avec délicatesse sur un tissu de velours. Incroyable, incroyable. Moi, ça me parle tellement. Et tu vois, quand je vois un petit peu les photos, j'étais curieuse, je suis allée regarder les photos, mais ça reste vraiment, on sent que c'est des pièces uniques, quoi. Je veux dire, quand tu produis un bijou, est-ce que tu le reproduis entre guillemets? Jamais. Voilà, c'est ça. C'est que les pièces, elles sont vraiment uniques, quoi. Unique, absolument unique. Donc, on peut me demander de reproduire un modèle. Donc là, si on devait prendre mon modèle signature, si je peux dire aujourd'hui, qui est mon coquillage, que je sculpte intégralement à la main, dans la masse du métal. Là, aujourd'hui, il y a 4 versions de ce coquillage qui existe. Mais sur les 4,
aucun ne se ressemblera vraiment. Bien sûr. Puisque, voilà, il va y avoir des divergences déjà au niveau de la sculpture du bijou en lui-même, puisque c'est ma main qui travaille, il n'y a pas d'intervention de machine. Je ne fais rien à la fraise, par exemple, c'est vraiment avec des petits outils de coupe traditionnels, qu'on appelle des échoppes. Je sculpte mon motif, donc ici mon coquillage, et il y aura toujours une courbe qui différera d'une autre, puisque ma main ne peut pas travailler de la même façon d'un modèle à l'autre. Exactement. Voilà, donc il y aura... Tu as différentes collections aussi, finalement. Aujourd'hui, tu as pu créer combien de collections? 3, 4? Alors, en termes de collection, aujourd'hui, j'en ai 3. Ouais. La collection Lagon étant la première que j'ai créée. Super. Parce qu'elle est vraiment inspirée de ce qui me botte, on peut dire, donc tout l'univers marin en l'occurrence. Ensuite, la deuxième collection, c'est une collection qui est plus ou moins inspirée art déco. Là, mon inspiration est complètement sortie du côté, ce que je disais, j'ai des modèles éclectiques, c'est vraiment mon inspiration qui agit sur le moment. Et j'ai pas forcément envie de m'enfermer dans un domaine d'inspiration. Donc la deuxième collection, c'est Joséphine B, pour faire référence à notre chère Joséphine Baker. Voilà, et puis qui a quand même été un sacré exemple d'émancipation de la femme, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça c'est un petit message aussi qui me tenait à cœur. Et puis la troisième collection, donc c'est la collection Brut. Alors elle est née d'accidents créatifs, mais complètement. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai voulu fondre des chutes de bijoux que je n'avais pas terminées et qui ne me plaisaient pas. Donc j'ai voulu simplement les fondre. Mon chalumeau a été un petit peu fainéant ce jour-là et n'a pas voulu aller au bout. Et puis sous la flamme de mon chalumeau, j'ai vu des formes se dessiner. Et qui pour moi avaient une signification. Du coup, j'ai gardé ces formes-là et j'en ai fait réellement des bijoux et donc toute une collection. Voilà. Donc ça, c'est la collection brute avec des textures extrêmement brutes, donc au niveau du métal en lui-même et qui m'a beaucoup rappelé le côté astral. Par exemple, la surface d'un météorite ou les origines de la vie. Wow. Voilà. C'est... Alors, tu vois, encore une fois, tu vois. Côté perché d'artiste. C'est artiste perché. On connaît, on accepte. En tout cas, c'est magnifique. Magnifique. Merci alors, beaucoup. juste comment tu as défini, j'adore, en fait, c'est vraiment, chaque pièce exprime l'origine de la matière laissée volontairement brute. Son évidence, le pendentif impact puissant comme une collision. Et mais c'est exactement ça. Et c'est ça. Franchement, magnifique. Magnifique. Il n'y a pas d'artistes perchés, il y a juste des personnes, qui n'ont pas la même connexion que tous. Donc, non, oui, voilà, on va dire ça. Mais en même temps, j'assume complètement parce que mon style, on peut dire, et puis j'estime que c'est la même chose pour tous les bijoutiers ou tout créateur, tout artiste qui existe. Mon style ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je sais qu'il peut plaire à certains. Voilà. Donc à partir de là, je l'assume, voilà. Mais alors complètement. Par exemple, dans la collection brute, il y a la parure Katrina. Là, j'ai vu apparaître devant moi comme une forme de crâne en fait, qui m'a fait penser au crâne des calaveras mexicaines, la fameuse fête mexicaine, la fête des morts. Ouais, Dia de los Muertos. Exactement, Dia de los Muertos. Et du coup, j'ai adoré. Donc je l'ai gardé. Donc voilà, moi, ça fait encore une fois rappel aux origines. C'est beau, Isabelle, c'est beau. Merci. Mais alors franchement, bon les gars, moi je vous laisse admirer. Là je dis ça parce que j'ai mis les photos en même temps. Mais tu vois, c'est ce que je dis quoi. En fait, la passion, t'as même pas besoin de trop tergiverser, trop en parler. Ça se voit dans les bijoux en fait. Ça se voit que t'as tout mis là. Ça se voit que t'as tout donné. Ça me fait super plaisir. Et puis ce que j'aime bien, c'est que les perles, vraiment comme tu dis, mais comment tu fais en fait? Parce que finalement, quand vous regardez bien, certaines perles, elles n'ont pas le même dégradé peut-être de couleur et autres. C'est impossible. Une perle ne pourra pas ressembler à une autre. Et ça rejoint en plus mon slogan
qui est plus qu'un bijou, un ADN, puisque je travaille donc aussi les perles, qui chacune ont leur ADN. C'est un être vivant, donc à partir de là, on pourra en avoir certaines plus ou moins similaires dans les tons, dans les teintes, mais elles ne pourront jamais être exactement pareilles. Voilà, on pourra avoir un bleu, là par exemple la bague alien. Oui, j'ai vu. Voilà, ce bleu est juste incroyable. Incroyable. Et on pourra en avoir d'autres bleus, mais qui auront toujours des divergences. Et selon la luminosité, ce bleu apparaîtra différemment. Différemment sur un fond clair, un fond foncé, un fond noir, un fond blanc ou rouge. La couleur en elle-même, et c'est ce qu'on appelle l'Orient, et c'est toute la magie de la perle, de Tahiti en l'occurrence, c'est que ces teintes divergent selon la lumière et la façon dont la lumière entre à l'intérieur de la perle. C'est ça qui me plaît, voilà. C'est quand on sent vraiment, tu vois la différence avec ce qui est vraiment fait de manière tellement à la chaîne, automatisée, tu le sens. Et tu sens l'histoire derrière. C'est beau, hein, franchement. N'hésitez pas en tout cas à vraiment vous connecter sur le site en ligne pour déjà télécharger le guide dont tu as parlé tout à l'heure et aussi apprécier quoi finalement. Mais généralement, des collections, tu mets combien de temps pour les faire une collection par exemple? C'est très aléatoire parce que ça dépendra du type de pièce qui est à l'intérieur. Donc si on devait prendre la collection qui m'a mis vraiment beaucoup de temps, je dirais que Brut a été la plus rapide à concevoir parce que justement j'ai conservé cet aspect brut des motifs sans aller les sculpter ou les peaufiner à la ligne parce que je n'ai strictement rien fait de plus que ce qu'a fait la flamme du chalumeau à la base. J'ai juste bien nettoyé, ensuite créé des corps de bague ou autre. Donc cette collection-là était assez rapide à mettre en œuvre. Ceci dit, collection lagon, effectivement, ça m'a pris beaucoup de temps parce que il y a mon fameux coquillage qui est entièrement sculpté à la main. Donc ça prend beaucoup de temps. Et puis la collection Joséphine B a été pour moi assez longue à réaliser aussi. Alors non pas en termes de façonnage, mais en termes de polissage et avivage pour donner cet effet miroir à chacune des pièces. Ça a été une peine et objectivement parlant, ça a été vraiment très très long parce que je ne sais plus si on en a parlé dans la phase numéro 1 du podcast, mais l'argent a ses petits secrets cachés. Oui, on en a parlé, tout à fait. Les fameuses taches de feu. Exactement. Voilà. Et du coup, sur la collection Joséphine B, alors là, comme c'est vraiment un polymiroir que j'attendais, et ce sont des surfaces géométriques et très planes. Alors là, les taches de feu étaient immédiatement visibles. À la fin du polissage, donc il a fallu que je reprenne plusieurs fois pour obtenir vraiment la perfection que j'attendais. Exactement, voilà. C'est fou. Donc, c'est incroyable. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Merci. Attends. Du coup, avant de créer quand même le bijou, j'imagine qu'il y a bien sûr cette phase, ce process de tu dessines ton bijou. Sauf peut-être pour la partie brute où là, tu as pu directement travailler la matière. Non, justement, je pars complètement à l'envers. Je ne dessine pas mon bijou avant de le faire. C'est pas vrai. Mais alors complètement à l'envers. Wow. C'est-à-dire qu'au moment où alors il m'arrive d'avoir des idées, certaines inspirations que je vais noter sur un carnet, oui, à ma façon, parce que je ne dessine pas bien du tout. Mais je suis la seule à pouvoir comprendre ce que j'ai gribouillé. Alors, donc, en général, quand j'ai une inspiration, je me pose à mon établi et je regarde ce qui est autour de moi, ce qui me tombe sous la main. Et c'est au fur et à mesure que mon bijou se dessine. Et une fois qu'il est créé, c'est là que je vais vraiment le dessiner sur mon carnet pour en garder une trace, en fait. C'est fou, ça. Non, mais sérieux, donc, tu travailles au feeling. Exactement. Et une fois que c'est terminé, tu prends les photos, bien sûr, du bijou, mais est-ce que tu le redessines ou je sais pas, est-ce que c'est un process que tu fais quand même ou pas, finalement? Alors, pas à chaque fois, mais sur les pièces assez exceptionnelles, par exemple pour mon petit poisson Mataioa avec son gros œil qui arrive à lire entre les lignes et voir au-delà.
Alors celui-là, oui, je l'ai dessiné après qu'il ait été fini le bijou. Voilà, donc rapidement comme ça sur mon petit carnet où j'ai noté quand même tous les éléments qui le composent aussi, parce que c'est quand même important pour moi d'en garder une trace. Mais vraiment, en général, je vais complètement à l'envers de la plupart des bijoutiers. Qui eux ils dessinent et puis ultra techniquement, ils savent exactement les mesures à l'avance pour plein de choses. Alors moi, c'est du feeling mais tout le temps, quoi. C'est peut-être le résultat d'être autodidacte. Je ne sais pas. Ouais, peut-être éventuellement. Non, vraiment, je me dis. Mais parfois, par exemple, quand je dessine sur mon petit carnet quelque chose qui m'est venu, parce qu'il se peut qu'à 2h ou 3h du matin, j'ai des idées qui me viennent. Ben là, à ce moment-là, je dessine vraiment grossièrement ce qui m'a traversé la tête. Et quand je décide de mettre au point ce que j'ai dessiné, c'est rarement le résultat de ce que j'avais dans ma tête initialement. Voilà, on garde la forme générale, mais après le reste pas du tout. C'est vraiment le feeling qui l'emporte à chaque fois. Après, tout le monde a bien compris que voilà, ta marque, en tout cas, elle tournait un petit peu autour de cet univers marin et j'avais hâte d'arriver à ce sujet-là. C'est vrai que pendant tout ce petit laps de temps, on a continué à échanger, bien sûr. Il y a de très, très belles choses qui se sont passées de ton côté. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, alors effectivement, j'ai l'immense joie et l'immense satisfaction d'avoir mis au point un partenariat avec une association à but non lucratif, que je précise, qui s'appelle Renatura Congo. Donc personnellement, ça fait quand même bien des années que je suis leur travail. Alors pour résumer, le travail de Renatura Congo, c'est la préservation des tortues marines, enfin la protection des tortues marines et de leur écosystème. Là, ils ont quand même fêté leurs 20 ans l'année passée. Et c'est 20 ans d'action sur le terrain, à mettre au point des protections pour les nids de tortues. Ils ont sauvé je ne sais combien de tortues aujourd'hui. Donc certains chiffres sont sur leur page, ça vaut le coup d'aller voir. Ils vont sauver d'autres espèces aussi, ça peut être des dauphins, d'autres animaux, puisque c'est aussi leur mission. En tout cas, ils font un travail vraiment extraordinaire et depuis ces dernières années, les tortues sont revenues sur les côtes congolaises en quantité beaucoup plus importante. Et en tout cas, voilà, ils font un travail formidable et évidemment, il y a un grand lien entre la mission de Renatura qui se porte essentiellement sur les tortues marines et mon logo, qui est aussi une tortue marine, puisque ce sont des êtres que j'admire et que je respecte depuis des années. Et donc, je me suis dit, c'est une évidence, en fait. Il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc, c'est ma façon de contribuer à leurs actions, de les encourager aussi. Donc, le partenariat qui s'est mis en place récemment induit un reversement de 1% sur l'ensemble de mes bijoux qui auront été vendus. Et va être mise sur pied une capsule spéciale qui leur est dédiée, que j'ai nommée capsule Kalunga. Donc Kalunga, c'est un terme qui définit la connexion entre deux mondes, Bas-Congo. Donc pour en revenir à ce que je disais, au travers de cette capsule, donc capsule Kalunga, je vais créer une collection de bijoux qui tourneront tous autour de la tortue marine et de son environnement. Et au travers de cette capsule, 5% seront reversés à l'association. Il est bon de préciser que pour le client, ça ne changera strictement rien. Il n'y aura pas de surcoût puisque je prends sur ma propre marge pour reverser une partie à l'association Renatura Congo. C'est fou. Voilà. Et ce sera bien sûr précisé au client, il y aura toute cette histoire, expliqué un petit peu et redirigé vers peut-être le site aussi de Renatura pour qu'il voit vraiment. Ah oui, bien sûr. Tout à fait. Donc il va y avoir une communication effectivement donc sur les réseaux sociaux, déjà pour l'annonce de ce partenariat.
au travers desquels l'audience pourra être redirigée vers les pages de Renatura, leur site web, etc. Et sur mon site web, donc une page leur est dédiée de la même façon, avec des liens redirectionnels. Tout à fait. Parce que ça vaut le coup vraiment de les faire connaître et savoir le travail que leur équipe effectue depuis 20 ans aujourd'hui. Parce que ce sont quand même des surveillances non-stop, des plages. C'est de la sensibilisation de la population locale. C'est énormément de choses qui gravitent autour. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Et on ne peut que les admirer. Donc moi, j'avais envie de les aider. Et il y avait vraiment une cohérence avec mon univers et ma passion pour les tortues marines. Alors, c'est vraiment magnifique et allez voir le site parce que aujourd'hui, on voit qu'ils ont libéré plus de 18 000 tortues. C'est colossal. C'est énorme. Qu'ils travaillent avec aujourd'hui 13 ONG, ils accompagnent 13 ONG. Bien sûr, comme tu disais, ils sensibilisent bien sûr toutes les personnes autour de cet écosystème. Et ils font des patrouilles. Ils ont, je pense aujourd'hui, plus de 2500 tortues et nids protégés chaque année. Non mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et vraiment, grâce à ce travail, on peut revoir les tortues fréquenter nos côtes, les côtes congolaises. Donc c'est extraordinaire. Et quand on voit les catégories de tortues qui viennent, on a des tortues olivâtres, on a des tortues luttes. Enfin, il y a plusieurs catégories de tortues marines. C'est magique. Je n'ai pas d'autres mots. Ça se ressent encore. C'est trop bien. J'aime trop. C'est magnifique. En tout cas, Renatura, bravo pour le travail que vous faites. En tout cas, sur la biodiversité, sur tout l'écosystème autour des tortues et bien sûr d'autres mammifères. C'est magnifique. Ouais. Magnifique. Vraiment. Voilà. Donc, si vous souhaitez contribuer à votre façon sans surcoût pour l'association, rendez-vous sur le site onobijou.com. En tout cas, l'info est passée, s'il vous plaît. Prenez le temps. Prenez le temps, ça vous prendra 2 à 5 minutes. Intéressez-vous au sujet. Et je suis certaine qu'il y a, sur certains points, vous allez forcément vous reconnaître ou en tout cas être sensible à ce qui se passe, en tout cas pour toute cette biodiversité. Donc, c'est génial de pouvoir porter un bijou qui a un certain pouvoir. Exactement. En fait. Franchement, chapeau, félicitations à toi encore une fois et à Renatura. On a hâte de découvrir en tout cas cette prochaine capsule. Bientôt. Ça va me prendre quelques mois à mettre au point bien sûr, pour la capsule Kalunga parce que ça restera toujours dans ma façon de procéder, donc qui est le slow luxury. On en a déjà parlé en première partie. Je prends le temps de créer. Mais voilà, dès aujourd'hui, en fait, c'est déjà sur l'ensemble de mes ventes, sur tous les bijoux hors capsule Kalunga, c'est 1% qui est reversé. Et tu vois, quand on revient un petit peu sur cette partie concernant en tout cas tes bijoux, et j'aimerais savoir un petit peu, déjà par rapport à bien sûr ce contrat que tu as mis en place, et j'espère que d'autres ça ouvrira la porte pour d'autres contrats. Et quelle est un petit peu finalement la vision que tu as, un petit peu la transmission que tu souhaites avoir sur ces bijoux? C'est-à-dire comment tu imagines un petit peu la marque Onu dans quelques années? Et surtout, pour le moment, au niveau des bijoux que je vois, ça reste des bijoux plutôt portés par des femmes. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment qu'elles ressentent en portant ces bijoux? Alors, l'unicité du bijou en lui-même, ça c'est quelque chose d'important parce que c'est vraiment le côté unique. Et je pense que le choix que la personne fera par rapport à son bijou sera déjà à la base orienté par le message que le bijou porte. Donc, si je vais prendre un exemple, la bague origine, qui n'est pas commune, qui représente l'éclosion d'une rose avec une texture extrêmement brute, puisqu'elle fait partie de la collection brute. Voilà, cette bague-là, par exemple, est vraiment faite pour des personnes qui s'assument, qui sont fiers de leurs origines, ou de leur origine, tout simplement. Enfin, il y a plein de choses. Et je pense que la personne qui choisira son bijou ressentira le message que le bijou porte et qui lui correspond du coup. Donc voilà. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, ce sont des bijoux essentiellement féminins.
Mais au travers de la capsule Kalunga, donc pour y revenir, une partie de bijoux masculins va voir le jour. Magnifique. Donc ça pourrait être des boutons de manchette, des pinces-cravates, des bracelets, plutôt masculins. Donc il y aura vraiment pour les deux catégories. Plus de jaloux. Voilà. Ouais, on a hâte. Franchement, j'ai hâte. Hein. Là, je t'attends, moi. Là. J'ai hâte de découvrir la capsule. C'est je te mets un peu la pression. Je te mets un peu la pression au passage. Genre, moi, j'ai trop hâte. je l'ai déjà. Non, mais faut pas. Ça va être magnifique. Et puis, non, c'est une façon de parler. Oui, évidemment. Non, mais je suis tellement passionnée par ce petit projet que je ne me fais pas de soucis. Moi, je pose aussi toujours un petit peu cette dernière question aux managers avec qui j'échange et que j'accueille en tout cas sur ce podcast. Quel est un petit peu le mantra que toi avec lequel tu fonctionnes aujourd'hui? Voilà, qui te permet vraiment d'avancer et d'avancer envers et contre tout, quoi. Ah oui, parce que j'avoue que ma marque est naissante, donc ça n'est pas évident de se faire connaître tout de suite et d'obtenir les résultats que l'on souhaite. Oui. Donc parfois on a des moments de découragement. Mais mon petit mantra, c'est slow, comme le slow luxury. C'est slow, tes résultats arriveront. Tiens bon, tu as la niaque, tu y arriveras. Et confiance en toi. Voilà, c'est vraiment c'est cette notion de slow qui revient tout le temps, où je fais en sorte de ne pas être trop pressée et justement en me disant que le temps fait les choses et fait bien les choses au moment opportun. Donc je ne lâche pas, au contraire, je continue et puis voilà. Je trouve que c'est un mantra qui est très encourageant, très optimiste et voilà, qui te permet de voir un petit peu à chaque fois la lumière, même malgré les difficultés et les aléas du direct de la vie. C'est ça, et ce sont des difficultés que tout entrepreneur rencontre à un moment donné, et j'estime surtout au début de son activité. Et c'est justement au moment où le bateau tangue qu'il ne faut pas lâcher. Ouais, c'est clair. Donc ça c'est oui. Et puis à partir du moment où on se dit qu'il y a d'autres façons de voir les choses que de se mettre une pression, quotidienne et non-stop sur les résultats rapides à obtenir. Il y a une autre façon de voir les choses, c'est qu'on peut obtenir ces résultats, mais avec un petit peu plus de temps. Et c'est pas grave. Exactement. Voilà. Exactement, c'est exactement ça. Le tout est de ne pas lâcher. Exact. J'ai une dernière petite question pour toi. Dis-moi, si aujourd'hui tu devais peut-être créer un bijou pour la version de toi qui avait peut-être, je sais pas, 10 ou 15 ans, t'as une petite idée de ce à quoi ça ressemblerait? Est-ce que ce serait un mix de toutes tes collections? Ah, ça c'est ma question secrète. Oh, la question extraordinaire. Eh bien, si je faisais un bijou me représentant... Cette fille qui était déjà en train de grandir, qui avait peut-être beaucoup de questions en devenir, je ne sais pas. Je pense que ça ressemblerait à quoi? Oh, la question extraordinaire. Parce que c'est fou, hein, parce que je me mets rarement au centre du bijou. En fait, j'aimerais que ce soit une tortue-lutte en train de nager vers de nouveaux horizons. Ouais. À l'âge de 10 ou 15 ans, tu étais où? Tu étais au Congo? Tu étais en France? Tu étais où? Alors, 10 ans, j'étais au Congo. 15 ans, j'étais en France. Incroyable. Et ouais. Incroyable. Donc, ouais. Donc, la tortue qui nage vers de nouveaux horizons, finalement, c'est la transition. Elle retourne toujours vers le Congo, cette tortue. Ouais, tu m'étonnes. Elle retourne là où elle est. C'est exactement ce que font les tortues. Magnifique. C'est beau, oh, c'est magnifique. Oh, c'est beau. Oh là là. Et franchement, Isabelle, waouh, franchement, merci beaucoup. Parce que merci à toi. J'ai vraiment aimé cet échange, tu vois, pour une femme, une mère, une entrepreneur qui est plutôt réservée, hein, de base. J'ai vraiment beaucoup aimé notre échange et enfin vraiment découvrir ces facettes différentes que tu as, les facettes de passionnée, d'une femme sensible. Tu vois, je le ressens comme ça, avec une forte personnalité et aussi avec une telle expression de ton art. Moi, j'ai tellement aimé ça. Vraiment, merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie, Vanessa. J'aime vraiment, tu vois, ces échanges qui sont simples, fluides, il n'y a pas de chichi, comme on les aime en fait finalement. Ben oui, Et parce voilà. qu'on se ressemble un petit peu sur Ouais. C'est clair, c'est clair. Donc franchement, merci beaucoup en tout cas pour ta sincérité, ta douceur, la manière dont vraiment tu crées avec le cœur, tu triches pas. Et je te souhaite vraiment, vraiment beaucoup encore de belles créations. Non seulement avec ce contrat qui s'est ouvert avec bien sûr Enatura, mais surtout de continuer à vraiment faire rayonner Onou à ton rythme, à ta manière. Et voilà, juste que du bonheur, que du bon, quoi. Merci beaucoup, Vanessa. Merci beaucoup. Je ne sais que dire d'autre à part un grand merci pour ce petit échange extraordinaire qui m'a beaucoup plu aussi. Merci encore à toi. Et puis surtout merci à tous et à toutes en tout cas pour votre écoute, vos encouragements encore une fois, votre fidélité. On a encore une petite communauté, mais très honnêtement, je sais qu'elle grandira. J'ai foi et au fur et à mesure, j'y crois pleinement. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Born to Hustle avec une autre super manager. Et d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Bye bye tout le monde.